Allez zou, bonjour à tous, bienvenue dans Conversation, on est ravis de vous retrouver dans mon salon avec Damien, mon acteur. Ça va Damien? Salut Romain. Donc Damien, Ça fait vraiment bizarre. Je sais pas comment me mettre en plus. Ça c'est fait vrai? bizarre de Tu veux qu'on se mette comme ça? Faut croiser les jambes. Non, non. Non, faut pas. Non. C'est un format étonnant en fait. Ouais. C'est vrai que c'est assez étonnant parce que C'est du coup vrai. on n'est pas habitué à être dans un salon comme ça à la cool. Je suis ravi de t'avoir ici, c'est cool. À l'impro en plus. Navré de perturber. D'habitude c'est le jeudi. Là on est le lundi. Mais Et il y aura une lundi et une jeudi et ce sera très bien comme ça, c'est hyper cool. Moi l'idée c'est d'en faire un maximum et d'avoir un maximum de potes avec moi. Du coup c'est chouette parce que c'est vrai que ça fait un peu de façon impromptue et on s'est dit bah go, allons-y, faisons une session, une conversation pardon, un lundi. Je suis ravi que tu sois là parce qu'on s'est connus il y a pas mal de temps, enfin pas mal de temps, allez, 5-6 ans au final à c'était quoi? l'échelle des interwebs, 5 ans C'est pas mal. c'est une plombe. Mais Et ouais, du coup, j'ai eu la c'est- chance de venir chez toi, en Belgique. Enfin, chez toi, c'est plutôt ton accélérateur, du coup, qui est devenu ton chez toi un petit peu, Ouais, j'y passe du temps. Hein. qui s'appelle Nestep. L'idée, c'est de faire connaissance avec toi, de comprendre un peu qui tu es, ce que tu fais, pour ceux qui te connaissent pas du tout. Ok. Donc, pour ceux qui te connaissent, du coup, ça va être un espèce de rewind de, tiens, qui est Damien, mon acteur, en vrai? Mon Dieu. Euh, Va falloir raconter des conneries parce que si je me contredis. ah bah attends, ce sera marqué. Je veux dire, c'est sur les internets mondiaux, sur Facebook, c'est fini. Merde. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on parle un peu de médias, parce que je crois que... Est-ce que vous le voyez sur le canapé? Oui, ici. Il y a 2-3 trucs un peu intéressants des Osmo et compagnie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un peu ta façon de faire et ta méthode. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait un peu en off au départ. Ce qui me plaît, en fait, dans ce que tu fais, c'est que tu testes un maximum de choses. Et c'est ça que je trouve cool, en fait. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de... c'est juste... Ok, personne n'a la vérité, testons, et puis on verra ce qui se passe. Et je trouve que c'est une réflexion très start-up, et donc c'est pas étonnant que tu es à la fois un accélérateur de start-up et qu'en même temps tu bosses dans les médias. Il y a un ADN là qui m'intéresse. Ok. Mais avant tout, parlons de toi. Avant que tu prennes la parole, avant ça, j'ai envie de montrer une image. Oh merde. J'avoue que je les montre à mes invités avant les images que je vais passer. Des sous-sols honteux. Ouais, ouais, Mais je l'ai- non, je l'ai- moi je trouve ça absolument génial que parce que déjà à l'époque, parce que tu as commencé, alors je sais pas si tu as commencé, tu vas peut-être me contredire. En tout cas, tes débuts, c'était les RTBF. J'ai d'abord travaillé 5 ans en agence de presse, à l'agence Ok. Belga. Ouais. Et avant ça, j'avais commencé à travailler en télé locale et en radio locale. C'est là que j'ai vraiment fait mes premières armes. Là, on est au tout début des années 2000, 2000-2001. Et en 2002, je suis rentré à l'agence Belga. En tant que journaliste tout terrain, mais ça a été vraiment ça a été mon apprentissage du métier en fait. Ça a Ok. été, la radio et la télé locale ont été très chouettes parce que c'était des stages que je faisais pendant mes études. Il faut savoir que j'ai fait 3 ans de psycho avant à l'UNIF, où j'ai appris plein de trucs, mais où j'ai pas eu de diplôme. Et où j'ai rencontré ma femme, ce qui est déjà, rien qu'en soi, c'est déjà un fameux diplôme. Ouais, l'agence de presse, la rigueur de l'écriture, en fait. La rigueur des faits, la rigueur des mots, des citations, la précision, alors un peu aride, hein, forcément, comme format, mais une bigrement bonne école que je regrette absolument pas. Comment tu passes de cette aridité à tout d'un coup te dire il faut que je parle de Google, il faut que je parle de ce qui est en train de se passer parce qu'il y a un truc qui part, je le sens et il faut que j'en parle parce que tu t'es mis à bloguer quand même assez vite. J'ai commencé à bloguer en 2005. Ça faisait déjà un bout de temps que je m'intéressais à ce qui se passait en ligne parce que, et là c'est une question de chance, hein, c'est être là au bon moment, au bon endroit, mais ça faisait déjà un bout de temps qu'on voyait que je voyais du poste d'observation duquel j'étais en agence, où on voit les flux sortir, et puis où on a aussi la colonne des sources vérifiées, et puis on a le Google Reader, qui n'existe plus, mais qui à l'époque était une vraie découverte pour moi de dire oh putain, il y a des gens qui sont pas journalistes qui racontent des trucs intéressants. Allons y jeter un œil. Et je passais beaucoup de temps à lire ce que d'autres pouvaient raconter. Et c'est vrai que la dépêche d'agence était intéressante parce que il faut des clients, et les clients c'était d'autres journalistes. Et donc les productions qu'on pouvait sortir étaient destinées, c'était du B2B, on n'était pas au contact du consommateur final de l'information. Et donc on pouvait se permettre d'être très aride, très factuel, et en même temps il fallait être précis, il fallait être bon, parce que si la dépêche était reprise telle quelle, et qu'elle était balancée partout, ce qui arrivait souvent, c'était un peu le but, ça foutait vite la merde. Et donc il fallait être bon, précis, et il y a un créneau qui, à un moment donné, pour moi en tout cas, c'est ouvert, c'est de se dire, je peux écrire des dépêches que je source de mecs
qui sont dans la Silicon Valley qui bloguent, de gars qui sont en Asie et qui bloguent, de gars qui ont utilisé les outils de leur époque en fait. C'est marrant que le début du web soit finalement la question de la source qui vient assez vite. Ah ouais. La compréhension de l'information et de est-ce que c'est vérifié, est-ce que c'est pas vérifié, d'où vient l'information. C'est assez amusant parce qu'en fait, et ça je le savais, je le savais pas en fait, mais ça prouve déjà que tu as un ADN à la fois très tech, de qu'est-ce qui se passe, et à la fois très journaliste, et que dès le départ en fait tu croises les deux, tu tentes de croiser les deux cultures, parce qu'au départ je pense que ça devait être compliqué de faire passer en source le blogueur machin qui vit à San Francisco. Mais si, Palo Alto, vous connaissez? Exact. C'est exactement à ça que j'ai été confronté. Moi, je me considère pas comme un techie. Je suis pas informaticien, j'ai pas. Mais par contre, le vrai truc qui était excitant, c'était de se dire, là, j'ai accès à des choses que personne d'autre n'a. Et c'est pas neuf, c'est pas de l'exclusivité puisque c'est en ligne. C'est là. C'est juste que moi, j'avais mis en place une veille qui me permettait de trouver des bonnes sources. Et où, à un moment donné, j'ai été trouver mes boss en leur disant « J'engage mes responsabilités éditoriales en sourçant Om Malik. En sourçant des gars qui sont peut-être des sinistres inconnus dans vos réseaux à vous, ou dans vos sources à vous, mais où, oui, moi, ça fait 6 mois que j'écoute et que je regarde ce qu'ils font, et ils sont bons, quoi. Donc, si je raconte une connerie, j'accepte de me faire taper sur les doigts. Et quand j'ai commencé à faire ça, en fait, j'avais un taux de reprise qui était très très bon. Je produisais moins en volume, mais je produisais peut-être un peu mieux. Ah, mais c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que finalement, même si tu étais en B2B et que ton audience était les journalistes, on dit souvent que les journalistes, c'est compliqué la compréhension du web et compagnie. Enfin, en tout cas, à mon avis, c'était quoi, il y a 10 ans du coup Du coup, ouais, il y a plus de 10 ans. Ouais. Tu avais quand même des journalistes qui captaient ce que tu racontais et qui voulaient le relayer. L'angle que je prenais à ce moment-là, c'était le côté économique, qui était le plus évident. Et de nouveau, j'ai pas d'MBA en économie, donc je pouvais pas aller très très loin dans cet aspect-là. Par contre, quand Google se fait attaquer par la presse belge, là il y a une vraie importance de comprendre ce qui est en train de passer, de comprendre c'est quoi Google, c'est quoi le cache de Google, quel est le rôle que Google veut jouer par rapport à l'indexation, quel est le rôle que Google joue par rapport au trafic qui drive vers les sites. En fait, on est passé des pages économie aux pages société dans la tech. Progressivement, en fait, et un peu comme dans tout, plutôt que de faire des séquences dédiées au web, on a commencé à mettre du web dans toutes les séquences. La formule n'est pas de moi, tu sais, mais... Eh ben, on dira ce soir que c'est pour toi. Non, mais c'est intéressant, mais t'as raison, et le web est tout d'un coup est sorti de l'écran et est venu à... Alors, comment on arrive de ça, enfin, de cette situation-là, à tout d'un coup, je passe devant les caméras, RTBF, et j'ai une chronique qui était quoi, hebdo, quotidienne? Au début, c'était... Les toutes premières chroniques que j'ai faites, c'était en radio. Et là aussi, il y a des sous-sols honteux qui existent pour ceux qui veulent. Parce que... je regarde pour la prochaine fois. Je fais ça dans ma cave, en fait. D'accord. Quand j'ai construit ma maison, il y a 15, plus de 10 ans maintenant, j'ai fait en sorte que dans ma cave, j'ai tous les câbles qu'il fallait, tout mon setup, là, machin, ça ressemble furieusement à ce que j'avais essayé de faire. À l'époque, forcément, c'était pas aussi précis que ça. Et en fait, je filmais mes chroniques radio, et que je remontais après. Donc j'allais récupérer le podcast radio, et je mettais des images des sites dont je parlais dessus. Et tu montais ça. C'était horrible. Je faisais ça sur mon vieil ordi sous Windows qui avait rien pour monter de l'audio, de la vidéo. Mais c'était un panard monstrueux que de faire ça une nuit complète. En plus, mes chroniques c'était le samedi et je m'amusais à monter ça la nuit du samedi au dimanche. C'était rarement à la flotte d'ailleurs. Mais quel pied quoi. Et c'est comme ça que j'ai appris. J'ai commencé à mettre les mains dedans et je me suis planté 1000 fois dans les compressions, dans les raccords, dans les synchronisations son, image. Enfin, j'ai appris tout ça. Moi, j'ai jamais appris ça à l'école, donc j'ai appris ça en m'amusant en ligne, en préparant. Et ça, c'est devenu un peu un truc qui pour moi a été un moment qui a de charnière en fait. C'est de me rendre compte que ce que je pouvais raconter pendant les 1:30 ou 2 minutes d'antenne. Alors, il y a des chroniques qui faisaient 8 minutes à l'époque au téléphone. Merci Cédric Godard, c'est lui qui m'a donné l'opportunité de le faire, mais c'était un format habitable, quoi, 8 minutes au téléphone. Et moi, ça me donnait l'occasion de montrer des choses, de parler de trucs dont on ne parlait pas à l'époque. Et là, tu te rends compte que quand tu vas faire ce genre de chronique et que tu dis 2 heures avant en ligne, je pense que je vais parler de ça dans ma chronique, vous avez encore des infos, des trucs, des astuces, des liens, sachez que je vais les mettre dans le billet de blog qui va aller avec. Et que tu as des gars qui sont bienveillants
et qui viennent te dire, ah, bah, il y a ce truc-là, il y a ce truc-là, et que tu les cites à l'antenne, et que après tu débriefes avec eux, qui viennent te taper dans les genoux parce que tu as dit 24 et c'est 23, et que tu fais, fuck, dans la chronique, je peux pas le changer, mais dans le billet de blog, oui, et on peut l'enrichir, et là, tu rentres dans cette notion de continuum de temps qui fait en sorte que tu travailles 24-24 quelque part. Et ça, moi, ça me passionnait. Je trouvais ça tellement excitant. Qu'est-ce qui est excitant finalement? Rentrons dans vie privée du public. Alors, non, moi ça m'intéresse en fait, parce que c'est pas que je comprends pas, mais j'arrive moi-même pas à comprendre qu'est-ce qui m'excite dans ça. Et donc j'essaye de me dire, vu que tu partages ça avec moi, qu'est-ce qui t'excite toi dans ce truc de tester, bidouiller, essayer, converser? Est-ce que c'est le côté social de se dire, bah, finalement je rentre en interaction avec des gens et c'est cette relation qui me paraît importante? Est-ce que c'est le côté presque citoyen d'information qui te paraît pertinent? Quoi? Il y a un peu tout ça, hein. Et je crois que si c'était parce que dans la bidouille, c'est un peu solitaire la bidouille. Ouais, je pense, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des gens qui m'ont donné beaucoup de choses et qui m'ont parlé, qui m'ont expliqué, qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui, à commencer par mes parents d'ailleurs, et je pense que le rôle qu'on peut avoir par rapport à des aînés ou des figures de gens, même s'ils ne sont pas journalistes, mais dans leur manière de vivre. Mes parents sont tous les deux indépendants. C'est un truc qui, à un moment donné, avec le temps, tu commences à comprendre que ça a du sens ce mot, être indépendant. Et pour un journaliste d'autant plus. Mais c'est, à un moment donné, quand tu t'avoues à toi-même que si tu fais ce métier, c'est peut-être parce que tu as un ego un petit peu plus surdimensionné que le commun des mortels, et que montrer ta gueule à l'écran, c'est un truc que t'aimes bien. Et que t'aimes bien quand ta maman, ta grand-mère, tes copains te disent « Je t'ai vu à la télé ». Et que tu te l'avoues à toi-même, tu dis « Ok, bon, ça c'est une chose. Mais pour dire quoi? Pour raconter quoi? Pour avoir quel impact autour de toi? Si c'est juste se masturber à l'écran, ça n'a absolument aucun intérêt. » Et on ne l'a jamais fait en 9 émissions, donc tout va bien. Intellectuellement parlant, je suis toujours assez épaté de voir la quantité d'émissions qui, en fait, c'est juste de la branlette intellectuelle. Ou bien c'est des gens qui se masturbent l'ego devant un micro. Et ça, il y en a un paquet. Et ça raconte rien, en fait, ça remplit juste du vide. Et rajouter du bruit au bruit n'a absolument aucun intérêt. Donc, alors comment est-ce qu'on fait? Parce que, pour être franc, c'est une question que je me pose hyper souvent. De dire, bon, t'as envie de publier tel billet, t'as envie de faire conversation, t'as envie de... Qu'est-ce que t'apportes en plus? Mais justement, c'est là que ça devient intéressant. Quelle valeur ajoutée j'apporte? Quelle est ma proposition de valeur? De quel point de vue je me parle quand je place? Qu'est-ce que j'ai dans le ventre? Pourquoi est-ce que des gens viendraient me faire le plaisir d'écouter ce que j'ai raconté? Quand tu prends conscience de ça, en fait, enfin moi en tout cas, c'est de ce principe-là que je parle, c'est que si j'ai l'outrecuidance de penser que des gens pourraient s'intéresser à ce que je raconte, le minimum, c'est d'abord d'aller écouter ce que eux racontent. Et j'ai fait ça pendant... C'est comme ça que moi j'ai amorcé la pompe au début. J'ai peut-être commencé à bloguer en 2005, 2006, mais je passais 8 heures par jour à lire ce que d'autres faisaient. Pour essayer de comprendre un peu le jeu dans lequel je jouais, comment l'info se construit, par où ça passe, pourquoi on est média? Vas-y, réponds à cette question. Pourquoi t'es média, toi? 4 heures, allez. Hein? Quand t'es dans un média, tu vas voir dans ton conseil d'administration. Pourquoi vous êtes média, les gars? Pourquoi on produit des contenus? Pourquoi on fait de la vidéo? Pourquoi? Posez la question du pourquoi, et il ne faut pas une réponse définitive, on l'a rarement. Mais poser la question du pourquoi, c'est cardinal, quoi. D'où Simon Sinek et son... Ouais, ça tombe pile poil, tu vois, et c'est le fruit d'une réflexion. J'avais pas mis des mots, moi, derrière tout ça, mais avec le temps, évidemment, ça vient... Le tout, c'est d'être raccord entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu tentes de faire, et que les autres perçoivent ça. Ça force à une forme d'unicité de personnalité, en fait. Et je sais que je suis pas un surhomme, quoi. Et aujourd'hui, tout qui essaye de faire croire qu'il est le plus grand, le plus beau, le plus fort, il se fait défoncer. Donc, autant s'avouer une bonne fois pour toutes que oui, on aime bien ouvrir sa gueule, que non, tout ce qu'on raconte n'est pas forcément intelligent, intéressant, mais quand on tend à être bon dans ce qu'on dit et béton sur les faits, l'analyse, le commentaire, on y a tous droit. Donc voilà, c'est une des choses qui, par rapport au web, me fascine, c'est que je préfère vivre dans un pays, dans un environnement où on a le droit de raconter n'importe quoi, quitte à dire des conneries, plutôt que de devoir demander la permission avant de l'ouvrir, quoi. Est-ce qu'on regarde ton passage sur la RTBF? J'ai essayé de l'éviter. Je pense pas que... Moi, j'aimerais qu'on le regarde parce que c'est hyper intéressant. Et pour être franc, c'est hyper...
En fait, pourquoi je veux montrer ce passage? Si, mais si. Pourquoi je veux montrer ce passage? Parce que on va parler après d'un truc que je trouve hyper intéressant dans ce que tu fais, c'est les masterclass. Ok. C'est le fait d'accompagner des étudiants et des jeunes dans leur construction méthodologique de c'est quoi être un journaliste, c'est quoi un média, et toutes les questions que tu viens de poser. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ce qu'on va voir, c'est que tu as leur âge en fait. Ouais, bah là j'ai quasiment l'orage, ouais. Quasiment. Et en fait, on se rend compte que quand on est jeune journaliste ou quand on est étudiant, ou même quand on est encore plus jeune que ça au lycée, quand on est des journalistes, et on regarde des figures comme toi, comme Eric Scherer, comme Philippe Couve, comme Jacques Rosselin, et ben finalement on se dit oh là là, j'y arriverai jamais. Et en fait, ça m'intéresse de dire bah non, en fait, regardez, regardez. En fait, mais et aussi je le passe parce que je trouve que c'est à la fois cute. Mais en même temps, hyper sérieux. Enfin, je veux dire, ça déconne pas. C'est la RTBF et tu fais une chronique sur Google. On regarde 30 secondes et on revient juste après. Et on parle moteur tout de suite avec Damien. Alors rien à voir avec la mécanique évidemment. On va rentrer dans l'univers des moteurs de recherche et le plus connu, Damien, c'est Google. effectivement. Évidemment. Alors 10 ans que cette entreprise existe et le bilan est impressionnant. Oui, c'est dingue. Une histoire qui est née en janvier 1996. 2 étudiants à l'université de Stanford qui décident, qui trouvent en fait une formule mathématique et qui se disent on va révolutionner tout simplement la manière dans laquelle on va indexer ce qu'il y a sur Internet. C'était complètement nouveau à l'époque. Ils ont eu cette idée-là et ça a fait méchamment beaucoup de succès au point que maintenant c'est la première entreprise sur Internet tout simplement. Bon, quelques chiffres à donner. Allez, en vitesse, 450 000 serveurs, tout simplement. Oui. La fortune personnelle des 2 fondateurs, Sergey Brin et Larry Page, elle s'est estimée à plus ou moins 13-14 milliards de dollars chacun. mal. Hein. Pas mal, hein. C'est pas mal, 12 000 employés à travers le monde. Et surtout cette fameuse formule mathématique qui a fait leur fortune grâce à la publicité, évidemment, parce que c'est comme ça que Google gagne 95% de l'argent qui est récolté par Google. C'est grâce à la pub, tout simplement, en disant voilà, vous allez faire des recherches sur Internet avec des mots-clés et on donne la possibilité à des annonceurs, à des marques d'acheter la possibilité de se mettre vraiment à côté de ces mots-clés-là et donc de figurer en bonne place dans la manière dans laquelle des gens vont pouvoir rechercher l'information sur Internet. Avec une culture d'entreprise qui a pas. On Donc était ça, jeunes et beaux à l'époque. Mais si. Et tu me disais, c'était en quelle année, ça à peu près? Voilà, on est en 2006. 2006. Il y a 10 ans. Ça fait partie de tes premières chroniques à la RTBF? Ça fait partie. Je pense que Non. celle-là fait partie de la 2e saison. D'accord. Euh, J'ai pas su. En fait, pour être franc, je voulais trouver la première de première. La toute mais- première, elle est là en plus, elle existe parce que c'est une des choses qui est très marrante en faisant ça, c'est que ça, les vidéos qu'on voit là, en fait, c'est une des toutes premières filières vidéo officielles de la RTBF, enfin officieuse même à l'époque. Ça veut Il dire. faut savoir que il y avait pas de site de catch-up à l'époque, il n'y avait pas de portail vidéo, il n'y avait pas tout ça. Et donc, les chroniques, j'en ai gardé une trace parce que j'organisais moi-même le propre piratage de l'antenne sur mes Que machines à tu la maison. mettais sur. À l'époque, il y avait peut-être pas déjà. Alors, je rentrais, c'était une bidouille dingue, je rentrais un des câbles coaxial de la télé dans un petit boîtier qui générait un écran sur mon ordi et j'enregistrais en copie d'écran. C'est une copie d'écran en fait. Ah C'est oui, pour ça que c'est d'accord. pourrave. Et que techniquement, je pense même que j'ai pas le droit de le laisser en ligne, ce genre de truc. Ouais. Mais ça fait partie des traces qu'on garde. Et très tôt, je me suis dit, putain, je peux pas laisser ça partir, je peux pas laisser ça cramer. Et c'est valable avec les chroniques en radio, je pense que je les ai quasiment toutes gardées. J'ai plus de 1000 chroniques en radio que j'ai sur un serveur chez moi. Les chroniques en télé, je sais pas combien il y en a, il doit y en avoir Il y en a plein, sur ton YouTube, il y en a une plein, quarantaine, ouais. voilà. Sur Vimeo aussi, il y en a toute une série. Documenter mon process en train de se faire, pour moi, ça a été cardinal parce que c'était, et je vais pas m'en cacher, une forme de marketing, montrer ce que je sais faire, éditorial pour le coup, et c'est pas sale. Bien sûr que je vends quelque chose, je me vends moi, et j'essaie de donner envie aux gens de bosser avec moi. Et à l'époque, j'étais au début de ma carrière, donc c'était d'autant plus important. Mais avec le temps, je me suis rendu compte aussi que c'était une manière de fact-checker ce que je pouvais raconter et, et comparer avec ce que je peux raconter aujourd'hui. Ah, ok, d'accord. Et je le fais pas très souvent, mais je m'amuse assez régulièrement à aller réécouter ce que je pouvais raconter. Et c'est gay. Alors il y a plein de trucs sur lesquels j'étais pas tout à fait dessus, comme on dit. Il y a des choses où forcément ça a bougé, ça a changé. Il y a plein de services dont j'ai parlé qui n'existent plus. C'est gay aussi de voir qu'à certains moments donnés, j'ai eu le nez assez fin, quoi. Ce que je trouve cool, c'est tu as dit le bon mot, tu as parlé de documentation. Et en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est effectivement, encore une fois, pour tous les étudiants que tu peux rencontrer,
c'est intéressant de faire une différence entre l'information et la documentation. Et d'un moment donné, de dire, c'est chouette de pouvoir aussi produire du contenu. On va le voir, que tu produis du contenu en fait hyper régulièrement parce que tu bidouilles, tu testes et tu regardes comment ça marche. Et au lieu de dire je fais un test et je le supprime, bah non, on le laisse en fait et c'est pas grave. Et si ça peut amuser 2 personnes, et bah c'est absolument génial. Et aujourd'hui, il y a une espèce de tyrannie de ah oui, mais si je laisse ça sur internet, pardon, si je laisse ça sur internet. Ça fait des bulles la bière. Oui. Belgique oblige. Si je laisse ça sur internet, et ben en fait, qu'est-ce que les gens vont penser de moi et compagnie. Et en fait, à partir de quand tu as compris que Internet était un espace de jeu et pas un espace de purement broadcast, professionnel, copycat téloche, enfin tu vois, comment tu as réussi à faire cette différence entre j'informe à des moments et je documente et je parle et c'est pas grave, c'est pas parfait. C'est quand même un switch culturel de type d'information. Il y a quand même un distinguo qui est assez clair entre ce que tu vends directement, où tu es en prod pour un client, pour un patron, et où le standard, c'est pas toi qui le fixe. Et tu as un moule, tu as un format, tu as un truc que tu dois délivrer, et c'est ça qu'on attend de toi, et c'est pour ça qu'on va pouvoir te payer tes factures fin du mois. Et puis il y a tout le reste. Et je veux dire, enfin, le nombre de vidéos sans queue ni tête, où c'est juste des coucous, c'est juste ah tiens, je suis là en train de faire ça, et je me marre bien, et c'est cool, et je le partage avec vous. Ça donne à voir qui on est en fait. Et de nouveau, c'est pas narcissique, c'est pas de l'égocentrisme. Si c'était uniquement de l'égocentrisme, et ça je pense que malheureusement la génération Snapchat est plutôt dans cet endroit-là. Encore une fois, quelle valeur t'apporte ? C'est la question que tu te poses à chaque fois. Mais alors, ce que tu peux poster dans Snapchat a de la valeur, ça a de la valeur de lien. Et ça, je n'en disconviens absolument pas. Mais par principe, moi, un service qui dit ton contenu, je le supprime, et d'autant plus que c'est fallacieux, parce que ne supprime pas. Ça supprime pas. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Le goal derrière ça, c'est quoi ? C'est de se dire que, si je produis quelque chose, bah, je vais l'assumer. Et une des manières de l'assumer, c'est de dire je suis pas parfait, je suis pas une machine, je me trompe, je teste des trucs. Et si je me trompe, je vais expliquer ce que j'ai appris derrière avec le plantage, où ça a fait pchit, j'ai testé un truc, ça marche pas. Ces micro-plantages-là, parce qu'il faut quand même veiller parce que ça passe pas trop mal, mais ces micro-plantages-là font en sorte que assumer ces échecs, finalement, ces échecs-là, ils sont pas très, très compliqués à assumer, quoi. Et d'autant plus que, par rapport, c'est très con, mais par rapport à la télé, par exemple, cette notion de faire de la télé pour la reconnaissance sociale qui va avec, moi, ça a duré 3-4 mois peut-être. J'étais très fier de ça. Mais quand tu comprends qu'en fait, la télé est un médium, un support qui a des codes qui sont d'une rigidité absolue, ne fût-ce que le fait d'avoir une conduite. Moi, j'ai jamais rien écrit quand j'étais en télévision. Mes interventions, elles n'étaient pas écrites. Parce que j'étais dans de la conversation avec quelqu'un. Alors parfois, c'est moi qui écrivais les questions et les réponses. C'est autre chose. Mais la conversation, je trouve, a tellement plus de sens. On est tellement plus dans des humains qui se parlent plutôt que de regarder la caméra et de se mirer dedans. D'autant plus que... Alors ça, c'est un truc... Vous voyez, j'ai un strabisme divergent de l'œil gauche. C'est con. Beaucoup de gens ne le voient pas, mais moi ça me marque. Et j'en ai souffert beaucoup quand j'étais gamin. Enfin, souffert. J'avais des lunettes quand j'étais tout petit, et à 12 ans, j'en ai eu plein le dos que les gens me disent attends, tu me parles à moi Et donc je me suis fait opérer. Mais c'est musculaire. Et donc, si tu t'entraînes pas, le muscle il se relâche. Faire un face cam, c'était presque dire fuck aux gens, je vous regarde pas. Donc pourquoi est-ce que j'irais faire des face cam, tu vois ? Je fais des faces webcam, alors je décale la caméra, l'écran. C'est des conneries, mais ça fait... Voilà, c'est qui je suis. Ça m'intéresse pas de faire ça. Et donc, ça te construit, ça te met dans un mode où tu te dis, si je veux raconter des choses intéressantes, peut-être que c'est par le mode de la conversation que ça va passer. Ah oui, mais merde, la conversation, c'est un truc où tu dois accepter que l'autre te dise que t'as tort. En fait, bien sûr que je peux avoir tort. Si je suis béton sur mes faits, l'analyse, le commentaire, chacun y a droit. Donc allons-y, débattons, discutons, ouvrons la conversation à d'autres, faisons remonter tout ce qui peut faire remonter pour qu'en donner la crème du cappuccino, elle puisse servir à un maximum de gens. Toi, cette réflexion-là que tu as et que tu viens de nous délivrer, même si c'est qu'une partie... Il n'y a pas beaucoup de gens à qui je raconte ce genre de conneries. Non, mais c'est pour ça que merci beaucoup pour ça. Aujourd'hui, moi, ce qui me plaît chez toi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que tu rencontres beaucoup d'étudiants.
C'est Ouais. que finalement, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression, au regard de ta vie sur Facebook, parce que Ouais. du coup on se voit pas tous les jours malheureusement, que au moins 50% de ton temps, de ton temps professionnel, tu le passes avec des étudiants, que ce soit des étudiants de l'IEX, Ouais. des étudiants dans d'autres écoles. De l'EFJ ici à Paris, à Bordeaux aussi. Ouais, tu l'as cité. Ouais, Jacques m'a demandé de le citer. Oui. Je suis en commande, évidemment. Je savais pas si t'allais le faire. Bisous, Jacques. Jacques qui sera là, j'espère, un jour. Voilà, je t'invite en direct, Jacques Rosselin. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, parce que finalement, ce que tu as vécu, c'est riche, c'est lourd, mais pas dans le sens triste, mais lourd dans le sens, voilà, comme tu as dit, ça fait 15 ans que tu réfléchis à tout ça, que tu te poses ces questions. Comment tu ressens cette génération qui arrive et comment tu fais pour débuter cette réflexion-là avec eux? Parce que je pense qu'ils sont... Enfin, c'est évident, et on n'a pas cette réflexion de 15 ans en 3 minutes. Donc déjà, comment tu trouves cette génération? Qu'est-ce qui t'éclate dans le fait de passer 50% de ton temps avec eux? Ça c'est autre chose. On passera à l'autre question après. Ouais, non, mais c'est important parce que Ouais. si je prends pas de moi du plaisir à le faire, je le fais pas. Mm. C'est très égocentrique, mais la notion même de travail, quand j'ai l'impression de travailler, je me casse. Je change, je fais plus. La pénibilité du travail est quelque chose qui à l'école, a fait de moi pas un bon élève, quoi. J'étais pas bon. J'arrivais à, tu vois, mais j'étais pas un bon élève. Je faisais souvent chier les profs avec mes pourquoi et mes comment. Donc la notion de plaisir est... Ah oui. Mais je pense que tu l'as pas compris en 2 minutes, ça. Ça t'a pris du temps. Non, c'est juste une faille. C'est juste que quand les choses m'emmerdent, je me barre. Mm. Et c'est compliqué de gérer ça parce que parfois tu sais que la vie elle est pas faite que de choses qui sont faciles et évidentes et je pense que je dois beaucoup à ma femme là-dessus parce que la vie de couple c'est quelque chose qui est compliqué parce que c'est fait de compromis et que ça fait 20 ans qu'on est ensemble et qu'elle m'a permis de me mettre aussi à nu au sens propre et au sens figuré, mais elle a compris comment je fonctionnais et que j'avais besoin de me virer. Tu sais, quand t'as un emprunt sur 30 ans, avec une baraque, avec des enfants, avec des dettes à la banque pour un paquet de temps et que tu dis je vais démissionner de mon CDI. Pourquoi? Parce que je me fais chier. Et que t'as 25 balais, c'est moyen quoi. Quand 3 ans après tu lui refais le coup, je vais me barrer de l'RTBF, j'étais en CDI mais je démissionne, je me casse. Quand 3 ans après t'es à Paris avec une boîte qui voilà, à l'époque fonctionnait plutôt bien, je suis revenu où tu dis pareil, je démissionne et il faut avoir des gens solides à tes côtés quoi. Et pour revenir à cette notion avec les étudiants là, c'est que le plaisir que moi je prends à faire ça, c'est à faire et à transmettre en même temps. Je prends un vrai plaisir à transmettre, mais dans le sens pas moi en chair de vérité et eux en dessous qui grattent quoi. C'est ce que je vous raconte, c'est le fruit de mon expérience avec toutes les fêlures que je peux avoir. C'est valable maintenant dans la fenêtre de temps qui nous a imparti ensemble là maintenant tout de suite. Il y a 6 mois c'était peut-être pas valable, dans 3 mois ça le sera peut-être plus, mais là sur le moment voilà mes sources, voilà factuellement. Vous pouvez aller, je vous demande de prendre vos ordi avec et aller me contrôler pendant que je vous parle. Mais Raconte-nous le ce qui se contexte, passe, c'est en moi fait. qui vous... Voilà, Raconte-nous ce qui se passe. C'est des masterclass, tu les emmènes... tu vois, parce que s'il y a un contexte, c'est à Aiguezé. Aiguezé, c'est quand même une rue. Ouais, ça a commencé à Aiguezé. Ouais, il y a 3 rues, quoi. C'est mon bled, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, c'est là où... Et là, il y a une caserne de pompiers. Une ancienne, c'est police. ouais, c'est ça, une ancienne caserne de gendarmerie C'est ça. qui a été démilitarisée il y a 6-7 ans, je pense, un truc comme ça. Et Et il y a une grande salle ouais, que tu as le équipée, garage. qui s'est au fur et à mesure équipée, C'est le garage. Ouais. et où toutes les semaines, il y a des étudiants qui passent une semaine, qui dorment, qui vivent, qui Mais mangent. c'est par là qu'on a commencé. Ouais. Moi, c'est en termes. Alors, c'est marrant parce que c'était l'époque. Moi, je revenais de chez OVNI. Je revenais aussi d'un voyage que j'ai fait aux États-Unis avec le département d'État américain qui m'a proposé de participer à un voyage où en gros j'ai fait ma shortlist des gens que j'avais envie de rencontrer là-bas et qui m'a ouvert les portes quoi, ce qui est pas rien.
et où j'ai pu mettre plein de petits vœux, des petits checks à côté d'intuition, où je me dis, tiens, le monde de l'éducation, le monde des médias, le monde des startups, il y a des choses à faire, quoi. Il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Et là, j'ai eu la chance d'avoir une école, l'IEX, à Bruxelles, à qui j'ai proposé le truc et qui m'ont dit, OK, on teste, quoi. Et en 2011, 2012 et 2013, pendant 3 ans, j'ai fait ça dans une ancienne gendarmerie, dans mon village, où il y avait une entrepreneuse, Nathalie, qui avait eu cette idée de dire, je rachète et j'essaye d'en faire un espace de coworking ou un espace, voilà, avec des trucs. Moi, ça me parlait, ça. Et donc, j'ai dit, on va tester. Et j'ai 15 ans de scoutisme derrière moi. Je sais ce qui se passe autour du feu le soir. C'est des moments magiques. Où, au-delà de la chanson, il y a tous les regards, il y a toutes les impressions, tous les feelings, toute la construction identitaire de soi, au-delà de pourquoi je suis là en train de travailler. Je suis là aussi parce qu'on est avec des gens. Être physiquement présent au même endroit, il faut rewarder, ça va faire vivre une belle expérience à ces gamins-là. Je ne vais pas mentir, hein, j'ai essayé de construire ce que moi j'aurais rêvé de vivre en ayant leur âge. Même ma meilleure manière pour moi de me rendre utile pour eux, c'est de dire comment je peux vous aider. Vous avez choisi de faire ce métier. Ok, vous êtes à 2 ans de vous retrouver sur le marché de l'emploi. Comment je peux faire pour vous aider, quoi? Parce que le monde qui vous attend, c'est pas Bisounours-land. Vous avez plein de profs qui vous disent que c'est la merde, on n'engage pas et tout. Moi, regardez ce que moi, déjà moi, à mon petit niveau, j'arrive à faire pour vous dépatouiller. Inspirez-vous-en et puis voilà. Prenez tout ce que vous avez à apprendre, je vous ouvre toute ma trousse à outils, tout mon magasin, tout ce que je peux vous transmettre, je le fais. Et ça, j'ai commencé à le faire petit à petit, quoi, parce que, de nouveau, pour moi, je suis pas un prof, je suis pas sur le payroll d'une école. Je viens avec des expériences, je les transmets, mais le restant du temps, c'est important que je continue à faire des choses. Sinon, j'ai plus rien à transmettre. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que t'es pas un prof, quoi. C'est que finalement, tu bosses avec des étudiants, mais toi, ton job, c'est pas simplement d'apprendre quelque chose, c'est de mener une expérience qui va permettre d'apprendre. Toi, t'es là pour apporter une expérience qui va permettre à chaque étudiant d'apprendre des choses, mais t'es pas là pour leur apprendre des choses. Et ils m'apprennent tellement de choses. Et c'est aussi ça. C'est ça l'échange. Qu'est-ce qu'ils t'apprennent? Aujourd'hui, quand tu as 22, 23 ans, tu vis différemment de quand moi j'avais 22, 23 ans. Ils vivent d'autres choses, ils sont beaucoup plus mobiles, ils sont beaucoup plus... ils font des choix au gut feeling sur ce qu'ils ont envie de faire, et il se fait que la techno rend ça possible. Tu veux aller bosser un mois à Bali? Bah vas-y. T'as du wifi? Ah, ouf. Oui, c'est ça. C'est la seule chose qui compte. Et ils bougent, ils sont... Donc la partie mobilité? La partie mobilité, il y a un truc qui, moi, m'épate dans leur façon de vivre les choses, c'est que dans les conversations qu'on peut avoir avec eux, et c'est aussi à ça que ça sert quand on est 24 sur 24 ensemble pendant une semaine, c'est qu'à un moment donné, je me livre et ils se livrent. Et quand moi je leur montre tout ça, et que allez, c'est con, hein, je leur filme mes 350 flux RSS. C'est 10 ans de taf. Ça a de la valeur, ça. Un journaliste qui donne ses sources. Oui, c'est ça. Mon Dieu. Okay. Comment ils reçoivent ça? Est-ce que pour eux ça a de la valeur encore? 350 flux RSS. Quand tu leur montres comment Feedly fonctionne, pour un certain nombre, oui. Et puis tu leur montres Feedly sous stéroïdes, ça s'appelle Twitter. Mais la démarche, elle est la même, c'est de se mettre à l'écoute. Et après, il faut réussir à serrer ton temps et ton attention pour faire en sorte de pas dépenser trop d'énergie, trop de temps, pour réussir à faire le distinguo entre le signal et le bruit. C'est toujours ça le rapport. C'est comment je réussis à tirer du signal dans cette masse de bruit pour moi me sentir bien informé avant d'avoir la prétention d'informer autrui. Toi, finalement, ce truc de décryptage, tu l'as dit tout à l'heure, en fait, ça fait des années que tu le fais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les algos, entre guillemets, ont remplacé cette compétence chez toi de comprendre quel est le signal? Ou est-ce que pas encore? Oh, il y a des outils qui aident, hein. Si tu prends Nuzzle, je sais pas comment il faut le dire, Nuzzle. C'est écrit comment? N-U-2-Z-E-L. Okay. Tu plugues ton Twitter, ton Facebook et ton LinkedIn, et en permanence, il crawl dessus et il te ressort ce qui a fait du bruit dans ton réseau. Okay. Et grosso modo, c'est pas dégueu. Enfin, si ton réseau est bien foutu, si les gens à qui tu t'es connecté sont pas trop dégueulasses, t'as du signal qui remonte. Mais ça vient... Non, je pense pas. Je pense qu'il y a toujours... La couche humaine est toujours le truc qui va rapporter le truc en plus. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, entre autres, avec les... Alors, tu parlais de Nestup tout à l'heure, avec les startups avec lesquelles je bosse. J'ai eu la chance d'avoir cette opportunité à un moment donné, Olivier Verbeek, Simon Alexandre, David Valentini, enfin, tous ces gars-là qui sont venus me trouver à un moment donné en disant, nous, on a cette expérience avec les startups, on est en 2012, 2013. Est-ce que t'as pas envie de venir jouer avec nous pour essayer de
de pousser au cul des gamins qui ont envie de se lancer et de créer leur start-up parce qu'on a des méthodos qui viennent, entre autres de San Francisco et d'ailleurs, qu'on a envie d'appliquer en Belgique. Ah, c'est génial quand on vient de proposer ça. Mais c'est pas mon rayon. Donc comment je peux aider à ça? On va essayer de raconter ce qu'on est en train de faire. Et c'est là que c'est cardinal. Hein. C'est faire la différence entre se raconter et se la raconter. C'est là l'aide-moi. Mais c'est vital. Donc, je résume pour qu'on comprenne. Je suis désolé si c'est un peu brouillon. Hein, non, c'est que tu fais plein de choses. Tu as développé les masterclass. Je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. Vas-y pour toi. Tu as développé des masterclass avec des étudiants. D'ailleurs, il y a Simon Roby qui pose la question de savoir quelle est la sélection pour ces étudiants qui viennent. C'est les écoles en question. C'est les écoles. C'est les écoles qui viennent vers moi en fait et avec qui on construit un programme. Et les étudiants dans les écoles sont sélectionnés par l'école. Avec le temps, c'est devenu un cours obligatoire dans certaines écoles. Okay. Voilà. À l'IEX, en tout cas, c'est un cours qui fait partie du cursus maintenant. À l'EFJ, c'est la deuxième année avec laquelle on travaille. La première année, il y avait un groupe d'étudiants en troisième année. Cette année-ci, toutes les troisième années sont venus de Paris et de Bordeaux. D'accord. Après, on verra ce que ça va donner. Mais non, c'est la sélection. En fait, ils viennent avec ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est quand ils viennent en mode projet. D'accord. Ils ont un projet, ils viennent chez toi, ils viennent l'updater. Et c'est pour ça que les 3 premières années, on a testé avec Eusé. Et puis très naturellement, avec tout ce qu'on était en train de construire avec Nestup ailleurs, dans un autre bâtiment et dans une autre province d'ailleurs, mais équidistant par rapport à mon lieu de vie, mais par contre avec un environnement qui était lui dédié aux startups, très naturellement, je me suis dit je vais faire ça là-bas quoi. Et donc maintenant, ça fait 3 ans que les masterclass se font dans l'incubateur, dans l'accélérateur de start-up. Et ça, c'est ta deuxième casquette. Donc, masterclass, deuxième casquette, Nestup, donc accélérateur de start-up, et du coup aussi lieu d'accélération et de prototypage avec des étudiants, enfin lieu R&D. Oui, même si d'une manière très formelle, c'est deux choses qui sont différentes. Oui, mais Nestup, c'est quelque chose. Alors le lieu, voilà. Partage cette culture de on teste, on voit ce qu'on fait, et du coup, les start-up peuvent peut-être rencontrer les étudiants à un moment donné, et ça peut peut-être créer des choses. Là, c'est là que les fils se touchent, quoi. Quand tu as des students qui pitchent des projets de reportage devant des entrepreneurs qui ont leur pitch deck et qui le connaissent sur le bout des doigts, quand tu as des entrepreneurs qui cherchent à pouvoir avoir des customer interviews et que tu as 20 gamins de 22 ans qui sont là et qui sont prêts à renvoyer du feedback bienveillant de nouveau, c'est évident que ça se touche. Et il y a des étudiants qui ont chopé des stages dans les startups, et il y a des startups qui ont engagé des étudiants, et vice-versa. Et moi, c'est de nouveau... Là où je prends du plaisir, c'est en créant cet environnement, et je suis pas tout seul, hein, vraiment, parce que le Creative Spark à Mont-Saint-Guibert, on est une tripotée à y travailler et à avoir mis en place le truc. Loin de moi l'idée de m'approprier le truc, mais c'est vrai qu'il faut le faire vivre. Et le fait d'avoir des étudiants qui sont là en résidence, qui dorment sur place, qui vont se brosser les dents le matin à un endroit où les autres sont en train de bosser, parfois c'est un peu surréaliste, mais ça crée une ambiance un peu particulière, quoi. Et ça reste ton ADN scout. On a le côté toujours. Ouais, bien sûr. Et le premier bac de bière, c'est moi qui l'amène. Mais c'est à eux de faire la différence entre en boire une et se bourrer la gueule, parce que sinon ça veut dire qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils étaient là. Ils sont majeurs, hein. Moi je suis pas un garchourme. Je veux que tu me parles de Nestup. Nestup, tu l'as monté il y a 5-6 ans. Nestup, ça date de 2012. Le début, c'est 2012. On est 5 cofondateurs au départ. 4 ans. Donc, l'idée, c'était de se dire, on va monter un accélérateur de start-up en Belgique. Pareil, donc 4e année, donc 4e saison, ça marche pas comme ça. Non, on le fait. En fait, il y a 2 périodes d'accélération par an, de 12 semaines intensives. Donc, on demande aux porteurs de projets de se libérer. Alors c'est parfois très très compliqué, on a conscience du caractère assez exceptionnel, parce que quand tu dis à des gars qui ont des boîtes, ok maintenant pendant 12 semaines tu te mets en off et tu viens bosser sur ton projet et t'as pas de sous qui rentrent, c'est compliqué. Mais on en fait 2 par an. Okay. Au départ, ouais c'est ça. Là on est à la 8e ou 9e édition, je sais pas, un truc de genre. Ouais, c'est 8e, je pense. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu l'as fait et surtout les connexions que tu vois entre le monde des startups et le monde des médias. Ah, moi, je l'ai fait parce que c'était pour moi une des meilleures manières d'apprendre. Et j'ai encore maintenant. De continuer à... C'est sortir de ta zone de confort pour aller voir des entrepreneurs qui finalement ont le même ADN que toi, mais où toi, tu es resté dans le côté média
et eux ont monté. Ouais, et ou si moi je voulais faire en sorte de comprendre comment j'allais pouvoir gagner ma vie en faisant ce que je faisais, il fallait que je comprenne aussi comment cet écosystème-là fonctionnait. J'avais heureusement eu l'occasion de m'y intéresser déjà depuis un bon bout de temps, puisque depuis l'époque belga, c'est mon fonds de commerce. Mais entre ce que tu racontes dans une chronique radio ou télé, pour une moyenne d'âge très large et pour un public très large, et ce que tu vas pouvoir raconter dans un billet de blog sur un accélérateur, il y a une marge, quoi. Et donc c'est quelque chose qui est venu progressivement, et surtout, quand on vient de faire ce genre de proposition, tu refuses pas très longtemps, quoi. Parce que les gens qui te proposent ça, c'est des gens que tu estimes, qui ont un track record et qui te font confiance. Et en tu dis, bah, go, on fonce et on va raconter ce qu'on est en train de faire. Et puis, si des gens qui sont pas d'accord, il y a des gens qui sont pas d'accord. On s'est pas fait que des potes, hein. Ça fait partie de la vie quand on monte un projet. Mais voilà. Et il y a un truc qui est super important avec Nestep, c'est que c'est financé par de l'argent public. D'accord. Et donc, par rapport à tous les autres accélérateurs, le modèle économique de Nestep, c'est gratuit pour les porteurs de projets et on prend pas d'equity. Et c'est un bien et c'est un mal, j'en sais rien. À l'époque, c'était un vrai choix de se dire, putain, on va l'ouvrir à un maximum de gens. Comme un service public. Comme un service public, voilà. Et voilà, pour un gars qui a bossé à l'RTBF, j'ai une vision de l'info qui est de service public, voilà. Il y a une vision qui est critiquée en ce moment dans le journalisme, alors il y en a beaucoup, mais il y en a une en tout cas qui m'intéresse et que j'ai envie d'en parler avec toi, c'est quand on parle de journaliste entrepreneur. Ouais. Cette question, ça te fait déjà marrer. Ouais. Cette question de se dire que un journaliste, alors il y a deux écoles. Il y a l'école, les journalistes doivent rester les journalistes, et leur seul job c'est d'informer. Et s'ils commencent à faire 14 000 trucs à un moment donné, ils le feront mal. Leur mission à eux qu'est d'informer. Ouais. Et la deuxième école, qui est de dire, bah en fait les journalistes aujourd'hui deviennent même des médias parce que finalement aujourd'hui on est tous des médias, même si ça pose énormément de questions, mais dit vite fait c'est ça. Donc finalement pourquoi est-ce qu'ils montraient pas leur propre business? Je connais un peu ton point de vue, mais est-ce qu'en ayant monté Nestep et du coup j'arrive plus à parler, comme tu t'es confronté à des entrepreneurs, est-ce que tu as pu voir les deux profils et tu t'es dit oui c'est compatible et via cette expérience je peux l'affirmer haut et fort, c'est encore plus compatible que ce que je pensais? Oui ou non? J'aime bien le truc. Oui ou non? Répondez. Ça dépend, votre honneur. Non, mais est-ce que tu y crois de plus en plus? Ou est-ce que le fait d'avoir ces deux populations, tu te dis, il y a quand même des nuances dans ce truc un peu angélique de journaliste entrepreneur dont tout le monde parle? Mais même dans l'entrepreneuriat tout court, c'est un bullshit monstrueux. Mais comme dans tout. Je veux dire, là où moi je suis convaincu qu'il y a plus que jamais des opportunités, c'est d'utiliser les outils qui sont à notre disposition pour être entrepreneur de sa propre carrière. Ok. Donc t'es pas entrepreneur, mais c'est quoi être entrepreneur? Je sais pas. Ouais, mais j'en sais fiche rien. C'est quoi? C'est entreprendre. En tout cas, c'est entreprendre. Entreprendre, c'est résister. Résister au status quo, c'est résister à la morosité ambiante, c'est résister aux conneries qu'on peut recevoir de partout. C'est intéressant que pour moi, c'est ça, entreprendre. Entreprendre, c'est se dire, en donné, le monde tel qu'il tourne aujourd'hui, ok, pourquoi est-ce qu'en 2016, il y a encore tel ou tel problème qui existe? Et ce problème, il peut être comme ça ou il peut être comme ça. Ça dépend à quoi on a envie de s'attaquer. Moi, mon problème, c'était de réussir à faire un métier qui me plaisait bien et de savoir pourquoi je me levais le matin. En ce sens, j'entreprends. Il y en a pour d'autres, la définition de l'entrepreneuriat, c'est monter une boîte, c'est lever des fonds, c'est la revendre 10 ans plus tard en faisant une plus-value et d'aller se barrer à l'autre bout du monde à 30 ans, les pieds au soleil. C'est pas ma définition à moi. Mais je peux comprendre que certains aient cette définition-là. Ma vision du succès se compte pas en pognon. Le problème, c'est qu'il en faut pour vivre. Et il en faut suffisamment, en tout cas, pour rester maître de pouvoir dire non. Donc d'être indépendant. Et est-ce que c'est compatible avec le journalisme? Ben oui. Ou est-ce que tu penses que voilà, ce fameux truc de un journaliste doit informer et tout d'un coup s'il est entrepreneur, c'est 12 métiers à la fois et... Mais je pense que c'est impossible. Non. Moi j'ai pas. Alors là, j'ai vraiment pas de vérité à ce niveau-là. Et ça continue à évoluer et surtout avec la manière dans laquelle les algos sont en train de changer et l'intelligence artificielle de manière générale. Mais non, moi je suis assez convaincu qu'un journaliste peut pas tout faire. Peut pas avoir le micro, l'écrire, machin, faire tout, les séquences, être beau, c'est pas possible. C'est une hérésie de penser ça. Mais bien sûr qu'un journaliste vend quelque chose.
Bien sûr. Et à partir du moment où il se vend, déjà lui, en tant que quelqu'un qui peut être un passeur d'informations et dans la transmission de l'info, il va rajouter de la valeur, bah, l'idée c'est comment on finance cette valeur ajoutée. Parce que si on ne sait pas la financer, il ne va pas bouffer, donc il ne pourra plus continuer à apporter de la valeur. Ok, bah comment il bouffe, comment il paye ses factures. C'est en ça, être entrepreneur de sa propre carrière. Comment je paye mes factures, de qui j'accepte de l'argent. C'est ça, entreprendre. Si t'es pas content dans le monde dans le système dans lequel tu vis, tu bouges, tu changes. Ah oui, mais il y a des contraintes. Mais bien sûr qu'on a des putains de contraintes tous. Mais à un moment donné, c'est toi qui as tes rênes en main, quoi. Et parfois, c'est très compliqué de changer, c'est très difficile de changer. Et c'est en ça que je disais que moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont compris et qui m'ont fait confiance et qui m'ont dit, ok, on y va, quoi. Et on teste. Oui, et on y va, tu parles d'indépendance, tu parles de liberté, et tout d'un coup, tu as décidé de lancer alors l'app d'Avanac, mais surtout d'Avanac, avec ce véhicule que tu as lancé. Ouais. C'était une envie de liberté aussi, une envie d'indépendance. C'est étonnant en fait de se dire, donc le pitch est simple, c'est tout d'un coup je prends un véhicule, un van, je l'équipe dans tous les sens, je lui mets de l'internet, je le branche avec des micros, des caméras et tout ce qui va, et tout d'un coup un véhicule devient un média. Et je vais me balader sur les routes de France, de Belgique, de Suisse, je sais pas où t'es allé, ailleurs, autre, mais et tout d'un coup on va se balader. Est-ce que, pour moi ce projet-là, enfin c'est mon interprétation de ce moment-là dans ta vie, carrière, c'est de retourner un peu les mains dans le cambouis et de se dire, ok, j'ai besoin, je sais pas, tout d'un coup d'avoir un projet à moi où je m'éclate. Au-delà de mes Nest Up, encore une fois, parce que c'est un gros bébé avec beaucoup de monde. Là, j'ai eu l'impression qu'il y avait un côté genre, c'est à moi, et tout d'un coup, je suis ravi de le partager avec tout le monde, mais j'ai envie à un moment donné, moi, de me remettre dans mon truc et tester des trucs dans tous les sens et d'avoir un jouet. En fait, si tu t'es construit un peu un jouet à un moment donné. Ouais, complètement, ouais. Mais c'est un jouet qui coûte un peu cher, quoi. Et là, pour le coup... Un jouet grand enfant. Ouais, bah ouais, mais un outil, voilà. Ça faisait, allez, la bagnole, je l'ai achetée en 2013, ça faisait 10 ans que je bossais. Et pour l'essentiel, assis sur une chaise, devant mon ordi. Cette certitude que le monde extérieur était en train de tourner, en train de bouger, en train de changer, et que les outils aujourd'hui, à ce moment-là, permettaient de pouvoir allier le réel et le virtuel ensemble et de se dire il faut plus forcément une grosse caméra de 15 kilos sur l'épaule pour aller faire de la chouette vidéo. Du Wi-Fi, oui, mais il faut pas forcément un faisceau hertzien à 5 000 € la minute pour faire du live. Tu vois le camion de transmission, oui, mais non, il y a de la 3G, il y a de la 4G. L'électricité. Il y a moyen de mettre un truc dans le coffre avec une batterie supplémentaire. Ok, et donc il y aurait moyen d'aller mettre le véhicule sur la place d'un village et d'amener des gens dans la bagnole et de donner un micro et de causer. Et puisque ça n'existe pas, que en fait si ça se plante c'est normal. Et que puisque ça n'existe pas, on peut parler pendant 3 heures et que si personne écoute, on s'en fout. Parce qu'on pourra toujours aller chercher les 10 secondes intéressantes et en faire un billet. Ok. Comment on fait ça ? C'est con, j'ai une bagnole qui commence à... Elle est payée, je ne sais plus faire grand-chose dedans, j'ai 3 enfants qui sont en train de grandir. On va essayer de la vendre. Il y a peut-être un coup à jouer. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, le risque, je le prends. Et je m'endette. J'endette la boîte pour 5 ans. J'achète un véhicule. Et puisque j'étais en train de réfléchir à comment on finance ça, et que ça faisait partie du cours que je donnais à mes étudiants, avec lesquels je travaillais, et on commençait à réfléchir à ça, j'ai d'abord dit, ok, je vais aller vérifier si j'ai une traction auprès d'un public, en disant, regardez ce que je suis en train de faire, voilà le risque que j'ai pris, j'ai acheté la bagnole, voilà mon plan de financement pour l'équiper, voilà ce que je veux mettre dedans, et avec un peu de chance, d'ici 8 mois, 9 mois, je vais pouvoir partir sur la route. Et c'est ça ta force, c'est de pouvoir te présenter devant des gens et dire, moi je l'ai fait, ou je l'ai testé. Je sais pas la vérité, mais moi j'ai testé un bout de truc et je peux vous dire que ça et ça marche, c'est cool, ça marche pas. Après, prouvez-moi le contraire. Mais oui, et surtout si vous voulez m'aider, alors on peut le faire ensemble. Je me souviens quand tu as monté ton van, j'adorais ça, ou je sais plus, c'était sur Google+, je crois à l'époque. Ouais. Tu avais monté une page avec des gens et tu étais là genre, alors ok, j'ai envie de mettre de la vidéo, je fais quoi ? Je prends les GoPro, je prends autre chose, il y a d'autres... il y avait des discussions interminables sur quel type de caméra tu devais prendre. De caméra, sur quel type de connexion électrique. Je suis pas électricien, moi.
il y a des gens d'une bienveillance absolue qui sont venus passer des heures à m'expliquer quel type d'onduleur à sinusoïde parfaite pour pouvoir mettre sur le truc. Si tu prends pas sinusoïde parfaite et que tu branches un ordi, tu vas l'éclater. Et que le convertisseur doit être comme ça et comme ça. Et puis la connectivité, la 3G, la 4G, quel réseau tu mets, quelle carte SIM. C'était passionnant. C'était vraiment passionnant. Et en même temps, et là je m'en suis rendu compte avec les étudiants, c'est que comment tu veux être crédible en disant à des étudiants, faites du crowdfunding les gars, si toi-même t'en fais pas. Comment tu veux être crédible en disant prenez des risques quand toi t'es le cul au chaud et que tu vois, tu peux pas. T'es pas crédible. Et je vais pas me faire que des potes dans le... Non, mais attends, mais c'est... En fait... mais de nouveau, c'est... Ben oui, mais sauf qu'en fait, 90% font des conférences, donnent des cours et n'ont pas forcément testé ce qu'ils disent. Le problème, c'est que... Mais de nouveau, l'enseignement, d'une manière générale, fait partie de ces professions qui vont se faire, et qui se font déjà, méchamment disrupter. Être prof, pour moi, c'est comme les politiques. Ça peut pas être un métier à temps plein. Tu peux pas. Si c'est ta profession d'être prof, ton seul but, c'est de continuer à être prof l'an prochain. Donc surtout, gardons de la distance par rapport à moi sachant, toi ne sachant pas. Si je suis politique, je gère la vie de la cité, surtout faire en sorte de continuer à pouvoir le faire. Il ne faudrait pas que ça change trop, parce que sinon, c'est moi qui vais être mis en cause. Alors toi, du coup, tu changes tous les 3 jours. Explique-moi ce qu'il y a sur ce canapé. Parce que du coup, t'es quand même ne le prends pas méchamment, parce que je viens de penser à cette phrase, et tout d'un coup, je dis, mais le roi de la bidouille. Ouf. Non, en tout cas, ce que j'aime chez toi, c'est que tous les 15 jours, tu sors un nouveau truc, et t'es là genre, hey, j'ai testé ça, c'est hyper cool. Et comme à peu près tout ce qu'on teste en ce moment, c'est lié en lien avec de la vidéo, ce genre de choses, et ben, on te voit en direct, on fait, ah, c'est pas mal. Mais l'Osmo qui est ici, parle-moi de ça. Parle-moi de l'envie déjà. Alors. Pourquoi, tout d'un coup, donc tu as ce fameux van, tu réfléchis à tout ce qui est journalisme de mobilité, journalisme hyper local, comment est-ce que tout d'un coup on va créer physiquement des communautés, comment on les informe, comment est-ce qu'on crée des passerelles. Comment on se met au service des communautés qui existent déjà. Exactement, et c'est ça aussi le rôle d'un média, qui est un médiateur, faut pas l'oublier. Mais moi ce qui m'intéresse aussi, c'est ta partie un peu plus geek. Donc là il y avait le Geek Festival à Bruxelles. À Namur. À Namur, pardon. Et donc, tu as testé un dispositif avec une Osmo. Parle-moi de ce que c'est, en fait, et de ce que ça te permet de faire en termes d'information et toujours en lien avec ton indépendance. Ouais. Bah, écoute, c'est assez simple. Hein. C'est une caméra avec un pied et avec un stabilisateur. C'est une sorte de Steadicam, en fait. Alors, normalement, dans le dispositif de base, il n'y a pas ce pied-là, en plus. On peut peut-être le virer. Normalement, il y a juste ça. Voilà. Et ce truc-là permet, en fait, de masquer le fait que je suis pas caméraman professionnel, hein, que j'ai pas de grammaire audiovisuelle très très développée, que j'ai pas fait d'études et que je suis pas je suis pas un professionnel de la captation d'image. Par contre, ça stabilise l'image. Et donc c'est la même caméra ici que sur les drones, c'est DJI qui fait ça. Ouais. Donc c'est robotisé, c'est sur 3 axes. Avec ça en plus ici qui permet d'amortir tous les mouvements haut bas que tu fais quand tu cours par exemple, quand tu marches. Et donc le rendu il est assez sympa parce que t'as l'impression que c'est filmé par un drone. Et quand tu rajoutes en plus un pied comme celui-ci derrière, ça... Bien le bonjour ou bien le bonsoir, c'est selon. Sorry pour le temps, la météo, on est en Belgique et comme toujours en Belgique au mois de juin il fait dégueulasse. J'avais juste envie de faire un petit test avec l'Osmo. Donc j'avais le setup initial et là les nouvelles pièces que j'ai commandées viennent d'arriver, ce qui me permet en fait de monter l'Osmo directement avec non seulement un trépied et une perche supplémentaire pour pouvoir bouger, mais alors surtout c'est ce qu'ils appellent le Z-axis qui permet de compenser tous les mouvements du haut vers le bas. C'était une des choses que l'Osmo... Bien le bonjour ou bien le bonsoir, c'est selon. Sorry pour le temps, la météo, on est en Belgique et comme toujours en Belgique au mois de juin il fait dégueulasse. J'avais juste envie de faire un petit test avec l'Osmo. Bien le bonjour. Bien le bonjour ou bien le bonsoir, c'est selon. Toi aussi, amuse-toi à faire de la réalisation en direct. Bon, en tout cas, pardon, je vous ai pas très bien montré, j'aurais dû recaler un morceau. Mais c'est de la bidouille, mais alors pour le coup, et c'est comme à chaque fois, et c'est super important, et ça je le dis à tous mes students, si je monte du matos, c'est parce qu'il fait le job. J'ai pas d'action chez Google, chez Twitter, chez Facebook, chez DJI, chez machin. J'ai toujours payé
tout mon matos au prix du marché. Il y a eu quelques exceptions, et je le disclose sur mon blog, sur la home. Au tout début de ma carrière, il y a des choses que j'ai accepté un iPod d'Apple en 2005, quand j'étais chez... Méchant. Quand j'étais chez Belga, le jour où j'ai pu interviewer Steve Jobs. D'accord. Je me suis retrouvé dans un train à Thalys pour venir ici à Paris pour l'interviewer, et ils nous ont distribué des iPods. Et sur le moment, j'ai pas tilté, je les gardais. Je l'ai filé à mon filleul très vite après pour me dédouaner. Voilà. Mais voilà, il y a des moments comme ça. Et du coup, tu en as racheté un derrière. Bien sûr. Voilà. Mais c'est important parce que tous les outils dont je parle, c'est des outils où j'ai pas d'action parce que je veux pouvoir continuer à critiquer. Et oui, acheter un device à 1000 balles, ça t'arrache un peu les fesses. Acheter ça, ça m'a fait un peu mal au cul. Donc là, tu étais au Kik Festival et l'idée, c'était de se dire, je vais faire un reportage, je vais interviewer des gens, je vais documenter ce qui se passe. Là, j'ai la chance de travailler avec le Kik depuis déjà un bon bout de temps, que ce soit avec des étudiants, et là, mon client, c'était des étudiants. Cette année-ci, mes clients, c'était le Kik et Creative Wallonia pour documenter. Documenter, entre autres, sur le direct, en faisant en sorte d'accompagner la newsroom qu'on a mis en place avec les équipes du festival pour faire vivre le festival sur les réseaux sociaux. Ça cartonne, ça marche vraiment super bien, ça c'est vraiment très très gai. Et puis avec Creative Wallonia sur les méthodes de l'eau, mais ça c'est autre chose. Et là ici, à un moment donné, je me suis dit, ok, si je bidouille pas dans ce genre de festival, je sais pas où je peux pas bidouiller. Et donc Pourquoi est-ce que tu penses qu'ils viennent te chercher? Ils auraient pu aller chercher une agence? Il faut leur poser la question. Je peux pas te répondre à ça. Non, j'ai des petites idées, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, on ne s'autoproclame plus rien du tout. Si c'est toi qui t'autoproclames quoi que ce soit, t'es dans l'interprétation de qui t'as envie d'être. En fait, ma réponse que j'attendais peut-être de se dire, finalement, parce qu'ils ont envie de sortir du cadre aussi et tester des choses. Et c'est ça qui est peut-être intéressant, c'est qu'on est dans une phase aussi où on peut être dans une perspective de tester les choses parce qu'on est face à des clients, face à des personnes qui acceptent ça. C'est beaucoup plus accepté en fait, de tester. Et pour le coup, l'équipe de Doc Studio qui pilote le Kik, ils savent très bien, ils savent très très bien ce qu'ils font et ils le font de manière admirable sur la programmation, l'organisation, comment ils le font et pourquoi ils le font. Le Kik pour moi, alors c'est un panard complet de faire ça parce qu'en plus c'est dans ma ville, c'est à Namur. C'est vraiment très très gai d'avoir des gens qui sont dans le même état d'esprit où c'est pas des clients quoi, c'est des potes. Et ça marche vraiment bien, c'est très très gai. Et moi j'ai été ravi de me mettre au service de ça. C'est cool. Il y a d'autres trucs, tu avais un Mivo, c'est ça? Ouais, ben ça aussi ça fait partie des Damien a ramené son sac avec à peu près voilà. Ah mais c'est minuscule. C'est tout petit. C'est tout petit et avec ça vous pouvez avoir jusqu'à 9 angles de caméra différents. D'accord. Tu pilotes ça avec ton iPad ou ton iPhone. Ah non, du coup c'est flou. Ça ne il sert à rien. est encore un peu buggé. Ils ont un groupe de customers qui testent des choses. Voici mon iPhone, voici la caméra pour vous donner le niveau de petitesse du. Ouais, et alors c'est quoi du coup? C'est une caméra? Il y a ça que tu peux rajouter aussi. C'est une batterie supplémentaire. Ok. Qui se met comme ça. C'est une caméra que tu pilotes depuis ton iPad, depuis ton iPhone, et tu peux aller chercher jusqu'à 9 valeurs de plans différentes avec la même caméra. C'est-à-dire qu'il va te faire un plan serré sur ta tête, il va te faire un plan serré sur le mien, il va te faire un plan large sur nos deux têtes, il va faire un plan large sur l'espace, mais tout ça avec une seule caméra. Incroyable. Et ça a été designé pour faire du live. C'est-à-dire que tu attaques directement les encodeurs de Facebook Live avec ça. Et dans le booster ici, il y a une prise RJ45, une prise USB, qui fait que tu peux être câblé directement. Et donc, dans les specs, c'est très prometteur, c'est pour ça que je l'ai acheté. Dans le concret, c'est plus rock'n'roll. J'en ai fait plusieurs au Kik la semaine dernière. Le premier se passe comme une fleur. Le deuxième, en plein live, l'appareil se déconnecte et t'es juste dans la merde parce que ton live il est niqué. Voilà, puis tu t'excuses auprès des gens et tu recommences. Du coup, ça fait une bonne heure. Voilà, ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Mon Dieu. Il y a encore des gens qui sont là où on a dégoté tout le monde et tout le monde s'est barré. Il y a une 50aine de personnes. Waouh. Pour conclure, moi j'ai envie de... Parce que j'aime bien ta disponibilité en fait, auprès des étudiants, auprès des personnes quand ils réfléchissent un peu aux médias. Et tu es toujours là pour... et je l'ai fait encore il y a un mois où je te dis j'ai une idée, il faut que je te la présente, est-ce que tu as 1 heure s'il te plaît? Et tu l'as fait avec grand plaisir. Pour tous les gens qui nous regardent, la petite cinquantaine, et puis aussi, je pense, j'espère,
pour tous les étudiants en journalisme ou même autres, là, enfin, toutes les personnes qui ont envie d'être dans cette notion de média, d'informer, de produire du contenu. Voilà. C'est quoi les conseils que tu donnerais, peut-être pas pour débuter, mais dans quelle philosophie il faut se mettre pour informer aujourd'hui? La question à 4 000 €. Quand même. Soyez vrai. Ouais, mais ça, c'est le truc qu'on dit un peu. Ça veut dire quoi? Bah, soyez vous, quoi. Soyez juste vous-même, on est humain, on est faillible. C'est ça qui va faire la différence avec tous les robots qui vont prendre des centaines d'emplois, des milliers d'emplois, des millions d'emplois. Tout ce que les robots peuvent faire, le feront. Donc, quelle est la valeur ajoutée des êtres humains au-dessus de ça? Bah, c'est en partie dû à nos failles, c'est en partie dû au fait de nos émotions, du fait qu'on n'est pas parfait et qu'on... Moi, il y a une notion qui me paraît cardinale, c'est la confiance. Voilà. La confiance, ça s'achète pas, ça ne se mine pas, même si la blockchain va permettre de valider un certain nombre de choses par rapport au trust qu'on a derrière, mais la confiance entre êtres humains, rien ne remplacera jamais la chaleur d'un regard ou d'une poignée de main. Ça se construit, ça se perd, ça se développe, ça s'enrichit. Le fait d'être présent physiquement dans une pièce avec quelqu'un, ça a de la valeur. Que tous les signaux faibles qu'on peut s'envoyer, les likes, les tweets, les pokes, tout ça, ça crée du lien, ça entretient cette confiance. Ça entretient surtout le fait que, un peu comme dans notre cerveau, les neurones que nous sommes, les nœuds d'information que nous sommes, on produit, on prend de l'info, on en distribue. Quelle valeur on ajoute au-dessus de tout ça? Bah, surtout pas avoir peur de montrer ce que vous avez dans le ventre. Et puis, servez-vous de vos outils pour essayer de raconter des histoires qui ont du sens. Voilà. Et les outils, il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui. Le problème, c'est toujours ce problème de signal et de bruit. Comment faire en sorte que ce que vous produisez soit perçu comme du signal et pas du bruit. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui... Si c'était facile, ce serait pas marrant, tout le monde pourrait le faire. Qu'est-ce qui va faire qu'un jour des gens vont vous dire toc toc bonjour, on aime bien ce que tu fais et on a envie de le faire avec toi. Et en plus, on va t'aider à payer tes factures en le faisant. Donc être libre de tester, de bidouiller, Plus. En fait, plus recréer juste la simplicité, c'est ça l'idée? Mais pour moi, c'est la notion même du hacking en fait. Hacker les systèmes, c'est pas négatif. Hacker le système étymologiquement parlant, c'est repérer les failles dans les systèmes, c'est la baseline du lab. C'est repérer les systèmes les failles dans les systèmes et d'essayer d'apporter des débuts de solutions. C'est ça, hein, la home de ton... Ouais. La home de ton site. Ouais. Peut-être pour finir, j'ai envie que tu m'expliques ça. La base de tout, tu parles d'histoire. Ouais. La base de tout, c'est l'histoire, mais on est dans un continuum de temps où il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Et il y a des inputs, il y a des outputs, il y a une conversation. C'est Jeff Jarvis qui a écrit ça, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Peut-être un petit peu moins ces derniers temps, mais en tout cas, à l'origine, c'est quelqu'un que je trouve vraiment brillant. Mais j'en ai fait la baseline de ce pourquoi moi j'ai construit un véhicule financier. Il y a le véhicule roulant, il y a le véhicule financier, c'est la boîte, parce que c'est jamais que un statut légal. C'est de se dire on va observer les systèmes dans lesquels on vit, système médiatique, système politique, système culturel, système whatever, et on va observer les failles. Non pas pour niquer le système, parce que ça, je suis pas punk, mais pour moi, hacker, c'est ça, c'est d'aller apporter une petite brique, de tiens, là ça fonctionne pas super bien, qu'est-ce que je peux moi faire aujourd'hui, là, dans l'environnement dans lequel je suis, avec les gens avec qui je suis, comment est-ce qu'on peut apporter un début de solution? Et on va tester vite, pour pas dépenser trop de temps, trop d'énergie, trop de sous à faire un truc, puis se rendre compte que non, personne n'en veut. Donc, teste un truc, t'aimes bien, t'aimes pas, qu'est-ce que t'aimes bien là-dedans, qu'est-ce que t'aimes pas, comment tu ferais autrement? Tiens, si toi, je te le donne, t'en ferais quoi, toi? Et là, on trouve... Et c'est ça qui est fantastique, c'est que le numérique permet de faire ça, de tester plein de choses, d'avoir des projets avec des temporalités différentes, des trucs à court terme, des trucs à long terme, des trucs avec plein de gens, des trucs avec quelques gens, des talents qui en donné sont très liquides et on compose des équipes au gré des opportunités qu'on se crée. Il faut de la chance, c'est évident, mais la chance ça se provoque. Et la première étape, quand on est étudiant et on se dit bon, je suis étudiant en journalisme et tous mes profs me disent que c'est l'angoisse, c'est... La question qu'on avait tout à l'heure, c'était comment on fait tes Media Lab Sessions. J'ai Simon Roby qui dit déjà la conclusion, c'est vraiment hyper intéressant, merci à tous les deux. Bon, on va rester un tout. Non, allez, 5 minutes. Non, moi en fait, j'ai la question très souvent et je suis très embêté pour y répondre. Quand je suis face à des étudiants
qui voient cette espèce de mastodonte de Facebook, de Twitter, de médias, et ils se disent mais moi là-dedans je suis qui, pourquoi, comment, et j'ai dû, ça dépend des personnes, mais ce serait quoi toi la reco que tu leur donnes pour la première étape, tu vois, parce que être dans le vrai, dans la relation, tout ça, c'est d'une importance capitale parce que c'est le cadre que tu te donnes, mais concrètement. Tapez votre nom et votre prénom dans Google, regardez ce qui sort et dites-vous est-ce que j'assume ou pas. Et qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait à cette place-là? On reste là-dessus. On peut rester là-dessus. Après, voilà, c'est pas du narcissisme, c'est de se dire qu'est-ce que je donne à voir de moi, qu'est-ce que les gens qui tapent ça dans Google ou dans d'autres moteurs de recherche, qu'est-ce qui sort, est-ce que je l'assume? Oui, non. Comment je peux faire pour assumer? Être moi-même en train de produire des trucs, quoi. Voilà, et de facto. C'est pas montrer pour montrer, c'est documenter pour partager. Évidemment, si tu fais que montrer des photos de ton nombril, ça n'a aucun intérêt. Merci Damien. Merci Romain. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. Vous êtes encore une cinquantaine. C'est vraiment très chouette. Merci beaucoup. Il y a eu... j'aimerais bien. Ouais, tu vois, c'est chiant ça. Des questions, c'est difficile de faire les deux en même temps. Ouais. C'est difficile de faire les deux en même temps. En fait, il n'y a que des gens qui font waouh, c'est bien. Alors, je suis ravi. Il y a peu de questions. C'est en vous à toi. Alors. Rien de mal à l'entrepreneuriat pour les journalistes. La question, c'est quelle religion pratique-t-on, journalisme ou business? C'est intéressant, Aurélien, qui parle de religion pour ça. Mais ouais, la notion de religion. Alors, les religions, c'est un truc qui est tellement touchy, c'est tellement foutrarque aussi comme notion. Moi, j'essaye de pas trop m'y frotter. N'abordons pas cette question. Bon, et puis je pense qu'il y a finalement assez. Voilà, hop, j'ai remonté. Et bah c'était cool pour une conversation à lundi. Ça change, ça fait du bien. Écoute. Et surtout, je suis hyper content parce que ça va être une belle semaine parce qu'aujourd'hui tu es là. Okay. Et jeudi, c'est Geoffrey Dorn qui sera là. Geoffrey que tu connais très bien, Magnifique. qui est venu plusieurs fois dans ton accélérateur et dans tes masterclass pour partager avec les étudiants. Geoffrey Dorn, c'est un super designer qui vit à Paris et qu'on voit régulièrement. Et du coup, je suis ravi parce que Geoffrey a ce talent d'à la fois être brillant et en plus de savoir le partager. Et du coup, je suis ravi qu'il soit là parce que du coup, j'espère que vous allez apprendre plein de trucs sur le design. Et autant là, ça va parce que du coup, c'est des questions qui m'intéressent sur lesquelles... mais alors, le design, autant vous dire que finalement, je connais assez peu de choses pour être franc. Et c'est toujours passionnant de discuter avec Geoffrey parce qu'il a des vraies questions hyper pointues sur qui sommes-nous en fait et comment on interagit avec les autres et comment est-ce qu'on développe des services et comment... Bon, ça va être passionnant. Je vous dis pas la semaine prochaine, du coup, à jeudi. Et puis du coup, est-ce qu'on peut te suivre, Damien ? Sur Twitter, ouais. Il y a un endroit où je m'amuse beaucoup pour l'instant, c'est dans Slack, sur la newsroom qu'on construit avec les étudiants. On est 500, on a passé le cap des 500 cette semaine-ci. En fait, je fais grimper tous mes étudiants dans des channels et la magie, elle s'opère parce que les mecs, ils commencent à se parler entre eux. Ils sont pas dans les mêmes écoles. Il y a une petite centaine de gens là-dedans qui sont pas des étudiants, qui sont des journalistes, qui sont des experts, qui sont des gens qui prennent du plaisir à venir partager des choses avec eux. Et il y a une espèce de bouillon de culture numérique qui se forme là-dedans avec des gens qui ils documentent leurs projets. Ils expliquent où ils en sont, ils posent des questions, ils font au secours, j'ai besoin d'un contact là-dessus, machin. Et là c'est un endroit que je trouve très très marrant. Vous allez sur newsroom.lab.davanac et vous pouvez sur ton site et puis quand on scrolle baladez-vous là-dedans et vous trouverez très vite la newsroom. C'est un Slack ouvert donc vous pouvez y rentrer sans problème. Voilà, et ce sera avec grand plaisir que voilà, c'est très gai parce que là, de nouveau, tu vois, on écrase les hiérarchies, on met tout à plat. Il y a une adresse IP égale une adresse IP, tout le monde peut se causer. Ceux qui ont envie de voir comment on fonctionne, on raconte tous les process sur lesquels on est là. On crée de l'intelligence collective en fait, et c'est un bien commun. On peut s'arrêter là-dessus, je crois. En tout cas, on te retrouve sur Slack, donc sur ton site internet, Lab Davanac, et puis effectivement puis Twitter, Facebook. Voilà. Merci Damien. Merci Romain. Bonne route à Paris, puis bon retour chez toi, et puis j'espère qu'on va te revoir très très vite. Allez, ciao. Passez une très bonne soirée et très bonne semaine.